Monsieur Osungu Ndibangoy, dans ce gouvernement, vous êtes l'archétype du banquier, de l'agent comptable, du trésorier. Précis dans votre gestuelle, sorte de prédisposition pour arriver à gérer le budget de l'État et les comptes publics, peut-être bien. De prime abord, il serait peu évident de réussir à vous cerner. Combien de vos compatriotes se souviennent d'ailleurs que vous avez été le TPG, le trésorier payeur général du Gabon? À la tête de cette institution financière à partir de mars 2014, vous avez mené une réforme qui a conduit au changement de sa dénomination pour s'appeler depuis lors Direction générale de la comptabilité publique, la DGCPT. De facto, vous en êtes devenu le premier directeur général en octobre 2014. Après votre diplôme en sciences économiques de l'université Omar Bongo, vous filez en France. Là-bas, l'École nationale du Trésor de Noisiel va vous faire inspecteur central du Trésor. Vous êtes ensuite passé par toutes les échelles de l'administration avant d'être membre du gouvernement aujourd'hui, monsieur. Disons que vous n'avez pas triché. Chef de service des guichets à la trésorerie générale en 2000, 4 ans après avoir intégré les services du Trésor gabonais. En 2001, vous êtes nommé directeur adjoint de la programmation des ressources et des règlements. En 2010, vous passez directeur plein de cette branche. On comprend mieux pourquoi vous préférez toujours prendre les marches d'escalier plutôt que les ascenseurs. Et ce ne sont pas les agents du ministère que vous dirigez qui nous diront le contraire. En juin 2019, Sostène Osungu Ndibangoy fait son entrée au gouvernement en qualité de ministre délégué auprès du ministre de l'économie chargé du budget. Et depuis le 17 juillet 2020, comme pour un tir à 3 points au basketball, vous êtes incontestablement et tranquillement installé au fauteuil de ministre du budget et des comptes publics. Et voici face à vous avec Sostène Osungu Ndibangoy. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Face à vous. Bonsoir, Marielle. Bonsoir, Manix. Bonsoir, monsieur le ministre. Monsieur le Bonsoir. ministre, vous aimez prendre les marches d'escalier, c'est vrai. Vous n'aimez pas prendre les ascenseurs. Vous préférez aller lentement, mais sûrement. Oui. C'est bien. Oui. Je vous donne C'est bien cela. Voilà. C'est le reflet de toute ma carrière. On ne s'est pas trompé alors. Toutes les étapes. Je vous donne le programme de ce numéro de Face à vous. Merci. En première partie, on aura l'échange avec Marielle. Et le premier axe de nos discussions sera donc dédié à la pension retraite et système de rémunération. Ensuite, la loi de finances rectificative, le code des marchés publics et la gestion du patrimoine automobilier et immobilier de l'État. Vous répondrez aux questions de vos compatriotes et on ira donc à la seconde partie réservée au débat avec un contradicteur, quelqu'un qui s'y connaît, qui est au fait des réalités de ce département ministériel. Vous êtes prêt, monsieur le ministre? Oui. Marielle, ça va, on est prêt? Ça va, on est toujours prêt, Manix. C'est Toujours parti, prêt. face à vous. Pension, retraite et système de rémunération. Monsieur le ministre, votre collègue de la fonction publique a dit sur ce plateau qu'elle a fait tout le travail et elle vous a transmis le dossier. Où est-ce que vous en êtes avec l'arrimage des pensions retraite au nouveau système de rémunération? Il faut déjà préciser que le volet de la protection sociale est un point important du pacte social. Dans les pivots du pacte social, du PAT, du plan d'accélération à la transformation, oui. Vous avez le volet, le pivot numéro 2, qui est le pivot social. Et dans ce pivot, il y a un renforcement, il y a une volonté de renforcer nos caisses d'assurance, volonté de les restructurer, restructuration technique, financière, pour leur permettre de faire aboutir ces dossiers. De quoi s'agit-il? Dites-nous. La loi 496, qui fixe le régime général des pensions, donne 3 paramètres importants pour la liquidation de pensions. Le premier paramètre, c'est la durée de service. Minimum 15 ans de service effectif pour jouir d'une pension. Le deuxième volet, le deuxième paramètre important, c'est la solde de base. La solde de base, c'est le point d'indice multiplié par la valeur de l'indice, la valeur du point d'indice, et auquel s'ajoute le SMIC. Oui. Il y a aussi le taux d'annuité, c'est 2%. C'est la rémunération de l'année d'activité. Et enfin, le taux de cotisation, qui est le produit de l'annuité multiplié par la durée. Voilà ces 4 principaux paramètres qui sous-tendent la liquidation des pensions, des retraites du secteur public. En 2015, avec le nouveau système de rémunération, quelques-uns de ces paramètres ont été modifiés. Le point d'indice est passé de 425 à 500. Oui. Là, il y a eu également l'élargissement de la plage indiciaire, l'assiette de cotisation. Le
L'indice plancher est passé de 65 à 300. L'indice plafond est passé de 1465 à 2244, donc quasiment 779 points en plus. Il est évident que, naturellement, il y a une modification, il y a une nécessité d'arrimer les pensions qui ont été constatées, dont les cotisations ont été versées après 2015. D'accord. Nous nous retrouvons avec un système où il y a un régime, où il y a deux systèmes à l'intérieur. L'ancien système de rémunération et le nouveau système de rémunération. Tous ceux qui ont cotisé dans l'ancien système de rémunération ne posent aucun problème. Tous ceux qui ont cotisé dans le nouveau système de rémunération, donc à partir il de a 2015. commencé à partir de 2015. Oui. Donc en fait, les cotisants, les plus, ceux qui ont cotisé le plus, ont 5 ans environ. Exactement. Pour avoir cotisé pleinement dans ce système, il faut attendre 2029. Pourquoi? Il faut avoir fait 15 ans. D'accord. Oui, vous le disiez tantôt. Voilà. Le système, Vous il faut justifiez noter... pourquoi vous ne pouvez pas pour Il le faut moment noter, arrimer arrimer. les il faut noter que notre système de protection sociale est basé sur une logique de type assurantiel. Logique assurantielle. C'est après cotisation que vous pouvez bénéficier. Vous ne le saviez pas avant, monsieur le ministre, avant de... Mais si, j'en arrive. D'accord. Nous avons donc le problème des pensionnés qui sont à cheval sur les deux systèmes. Oui. 10 ans dans l'ancien Et 5 ans dans le nouveau. dans le nouveau. Oui. Et l'arrimage concerne cette population. C'est-à-dire environ 7500 pensionnés aujourd'hui concernés par cet arrimage. Vous leur avez expliqué ça, monsieur le ministre? Est-ce qu'ils sont au courant de cette... Oui, la Caisse des pensions rencontre régulièrement l'Association nationale des retraités du Gabon. Pourquoi cet arrimage n'a pas été fait plus tôt? Premièrement, il fallait prendre des textes réglementaires. Je vous ai dit que c'est la loi 496 Oui. Oui. qui régissait les pensions jusque-là, jusqu'à aujourd'hui par défaut d'ailleurs. Il a été pris une loi 22 en 2018 qui fixe les principes généraux des pensions. Après, en 2019, elle a été promulguée en février 2019. Mais cette loi renvoyait au texte réglementaire la liquidation des pensions. Ce texte a été pris. C'est ce que ma collègue disait la dernière fois. Le projet de texte a été pris. Le projet de texte a été discuté en Conseil des ministres. Et vous savez, le problème des retraités, il ne concerne pas que les retraités aujourd'hui. Il concerne les retraités d'aujourd'hui et les retraités de demain. Oui. Oui. Il nous concerne tous, la réforme du système de retraite. C'est pour ça qu'il faut agir vite, monsieur le ministre. Et c'est pour cela que nous avons mesuré l'impact et il nous a été conseillé, justement avec nos partenaires, de compléter cette étude en regardant l'impact, surtout la pérennité de ce système. Mais vous savez, en 2012, nous avions un rapport démographique de 5 cotisants pour un retraité. 5 cotisants pour un retraité. Mais ce rapport se dégrade. Ce rapport aujourd'hui est de 3 cotisants pour un retraité. Mais surtout, avec l'arrivée, si vous voulez, des baby-boom de la génération 60 en retraite. Ils vont aller en retraite là dans les 7-10 ans. Donc on attend une vague importante de retraités. Oui. Et en contrepartie, vous avez quoi? Vous avez une maîtrise des recrutements, des cotisants d'entrée pour les réformes de la masse salariale. Donc ce ratio va se dégrader au fur et à mesure. C'est pour cela. Par rapport à ces prévisions, c'est pour cela. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que les caisses de l'État sont aujourd'hui capables d'assumer pleinement les pensions retraite? C'est pour cela que l'étude du gouvernement, le texte du gouvernement, même s'il permet de régler la question aujourd'hui, se préoccupe sur demain. Il faut donc faire quoi? Il faut le réformer, C'est repartir à l'ancien système? C'est pour cela qu'aujourd'hui, ce qui est fait, c'est quoi? C'est l'étude actuarielle que nous avons lancée. Qui consiste en quoi? L'étude actuarielle permet de voir la pérennité de ce système, permet de voir si les décisions que nous sommes en train de prendre aujourd'hui, avec l'arrivée des nouveaux pensionnés, avec un taux d'accroissement quasiment de 5% d'an,
est-ce que nous serons capables d'assumer? Il faut faire quoi? Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, si nous voulons compléter notre réforme, aujourd'hui, l'arrimage, c'est la dépense. Mais il faut aussi, c'est-à-dire le texte va nous dire, même si nous le faisons aujourd'hui, il faut faire une réforme complète, c'est-à-dire regarder en même temps les problèmes de financement. Est-ce que les paramètres de durée, les paramètres de taux de cotisation, les paramètres d'assiette, est-ce qu'aujourd'hui, il faut toucher à ces éléments de rémunération, mais ça c'est une concertation, pour faire une réforme qui tienne dans le temps. Le gouvernement veut simplement un confort. Et le texte est fait, c'est justement cette étude d'impact que nous avons commandée, parce qu'il y a un appel d'offres qui est fait là-dessus. L'appel d'offres a déjà été fait. D'accord. Voilà, donc au bout de 45 jours, on va avoir les résultats, un cabinet qui rapidement va compléter, parce que c'est le métier, ça se fait par des actuariels. Monsieur le ministre, c'est le métier. Et donc, pour parler un peu de chiffres, combien le paiement des pensions retraite coûte au budget de l'État par an? Au moins depuis 2015 de préférence, depuis que le nouveau système de rémunération a été mis en place. Plus de 60 milliards. Mais dans le budget 2021, vous êtes à 70 milliards prévus au titre de la dépense de pension. Dans les 70 milliards, les cotisations font 29 milliards de salariés. Voilà, pour comprendre le ratio. Et donc, en réalité, le système aujourd'hui est supporté par l'État, 41 milliards. Et cette part va augmenter de plus en plus d'année en année, la charge de l'État. Et donc, qu'est-ce qu'il faudra faire, Monsieur le ministre? Ce qu'il faudra faire, c'est d'attendre l'étude d'impact et de faire... Ce sera après quand, à votre avis, Monsieur le ministre? Le cabinet qui a été recruté va nous dire, va nous préciser, peut-être dans 2-3 mois, pour que nous puissions faire une étude d'ensemble, compléter l'étude que le gouvernement a déjà faite. Pouvez-vous expliquer à vos compatriotes pourquoi est-ce qu'on la rectifie, la loi de finances, s'il vous plaît? La loi de finances rectificative, la loi c'est une prévision. Vous savez, dans la loi de finances, c'est un acte de prévision et d'autorisation du Parlement. C'est une prévision. Cette prévision, nous la faisons au mois de juin, comme là. D'accord. Comme on est en juillet, on fait le budget 2022. À partir de juillet, les grandes voilà, vacances. 2022. Et on fait ces prévisions sur la base de quoi? Sur la base des hypothèses du prix du pétrole, des hypothèses de la production, des hypothèses... voilà. Mais vous savez, notre pays, c'est un pays qui est un pays de rente. Le pétrole, en 2010, le pétrole faisait 56% du budget de l'État. Oui. Aujourd'hui, il fait 28%. Les efforts de diversification sont là, mais ils continuent à jouer un rôle important. S'ajoute une autre qui n'a pas été prévue. Laquelle? L'impact de la Covid-19, la crise. Donc, deux éléments d'incertitude qui, aujourd'hui, qui peuvent pénaliser, qui peuvent bouger les prévisions budgétaires. Monsieur le ministre, une fois... Et le troisième élément qui a conduit... Rapidement, si vous plaît. Rapidement, mais c'est le pacte. C'est la prise en compte du pacte. D'accord. Le chef de l'État, vous l'avez suivi, a mis en place un programme d'accélération de la transformation. Une fois la loi de finances, elle est rectifiée, elle est adoptée, pourquoi on remarque qu'il y a souvent du retard dans l'exécution des lignes budgétaires confiées à l'un ou l'autre des départements ministériels? Il y a toute une procédure prévue par les textes. Expliquez-nous. Une fois le budget est voté par les deux chambres, l'initiale essentiellement, c'est une loi. Elle passe à la Cour constitutionnelle pour s'assurer de vérifier si elle est conforme à la Constitution. Il est programmé. Le budget est promulgué par la suite. La loi est promulguée. Et après la promulgation de la loi, commence la mise en place du budget. Et cette mise en place donne lieu à d'autres formalités, c'est-à-dire toutes les habilitations des ministères sectoriels qui doivent définir leur chaîne managériale, qui va gérer quel crédit, et cette étape peut prendre 1-2 mois. On se retrouve avec certains ministères, Monsieur le ministre, jusqu'à la fin de l'année, qui n'ont pas de budget pour l'exécution de certains chantiers. Mais j'en arrive. Aujourd'hui, le plus important, c'est quoi? C'est ça que nous voulons justement modifier à partir du budget 2021. Les ministères sectoriels ont été sensibilisés. Il y a une conférence à Arambo que nous avons faite. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est permettre à ce que les administrations réalisent les projets qui ont été inscrits dans le pacte. Oui. Mais ils les réalisent correctement suivant les procédures en vigueur, donc suivant, en tenant compte des appels d'offres, en priorisant les appels d'offres.
cette formation a été faite à Arambo en décembre. 224 opérateurs de différents secteurs ont été formés. Aujourd'hui, les appels d'offres se font et les règles d'exécution ont été prévues et fixées pour le budget 2021. Pour son exécution, c'est 30 jours. Vous faites bien d'en parler, monsieur le ministre. 30 jours. On arrive maintenant au sujet sur le code des marchés publics. Que prévoit le code des marchés publics pour la réalisation des grands travaux, monsieur le ministre? Et le code de marché public prévoit à 85% d'abord qu'il y ait un plan de passation de marché. Oui. Premièrement, oui. Premièrement. Et les ministères sectoriels ont été formés pour cela à Arambo en décembre, justement pour mettre en place le budget plus tôt. Et ensuite, le montage des dossiers d'appel d'offres. Parce que vous savez, ce qu'il faut savoir, c'est que notre pays, les 3 dernières années, 2015, 2016, 2017, et je pense que même avant, il a été montré, et les études de la Banque mondiale ont montré que l'essentiel de notre budget, 85% en moyenne, est exécuté par entente directe. Le gré à gré? Le gré à gré. Le chef de l'État veut la transparence dans ce domaine. Et donc, le Premier ministre et chef de gouvernement, qu'est-ce qui a changé, oui? Ce qui a changé, c'est ils doivent faire les appels d'offres prioritairement. Et c'est ce que les ministères sectoriels sont en train de préparer. Vous savez, en 2020, il y a 2 choses. Le gré à gré, 85%, c'est confirmé par le FMI dans l'étude PIMA sur les investissements. Et il a été montré que c'est à l'origine de 50% de la déficience, si on veut, de notre investissement public. C'est l'aspérité, ça fait partie c'est l'une des aspérités de notre politique budgétaire. Il faut la corriger, mais rapidement. Et la correction, c'est celle-là. Tous les ministères sectoriels qui ont reçu des crédits ont envoyé leur plan de passation des marchés et aujourd'hui, il y a des appels d'offres qui sont en train d'être. À partir de quel montant à peu près il faut faire un appel d'offres, monsieur le ministre? Selon la nature des travaux. Mais c'est 50 millions pour les travaux en tout cas. Alors pourquoi il est évident que l'entente directe, c'est 15% sous certaines conditions. Mais 85% des crédits doivent être exécutés par la procédure d'appel d'offres. Monsieur le ministre, c'est ce qui garantit pourquoi pour certaines tâches qui relèvent des compétences des services du ministère de l'économie, le gouvernement fait recours aux prestataires internationaux pour les appels d'offres, par exemple, pour réaliser des audits, alors que les services du ministère de l'économie peuvent le faire? Pourquoi cette préférence? Il n'y a pas de préférence lorsque vous prenez le budget en ressources nationales. Quasiment l'essentiel des appels d'offres est orienté vers les nationaux. Il n'y a pas d'appel d'offres quasiment international. D'accord. Budget. Donc l'État arrive à faire de l'intégration verticale. Après, nous avons des FINEX. Nous avons des financements extérieurs. Oui. Dans les financements extérieurs, l'argent ne vient pas. Ce sont les bailleurs qui payent au sectoriel, qui payent le projet directement. Et donc là, vous êtes... Est-ce que ça a été le cas pour la SCEG, l'audit de la SCEG récemment, monsieur le ministre? Ce sont les internationaux qui l'ont réalisé. Ce n'est pas un financement extérieur. Après, ça dépend de... Dans les PPP, regardez les barrages. Nous avons signé Kingele Aval. Mais c'est un niveau d'ingénierie et de technicité qui est élevé. Est-ce que le gouvernement peut arriver à faire de l'intégration verticale, c'est-à-dire proposer à ses propres services de réaliser des audits? Est-ce qu'on manque encore de compétences au niveau national? Bien sûr. Bien sûr, et cela commence à se faire. La réforme des TP, des travaux publics. Aujourd'hui, les travaux publics ont des directions qui peuvent faire ces études. Nous avons des laboratoires également. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut mutualiser les deux. Et dans le secteur de BTP, pour l'essentiel, c'est les entreprises. Monsieur le ministre, est-ce qu'un haut dignitaire de l'État a le droit de bénéficier d'un marché de l'État lorsqu'il a une entreprise? Non. Ce n'est jamais arrivé? Pas que ce n'est jamais arrivé. Il y a une dimension, je vous ai dit, de gré à gré. Il y a eu, je vous ai dit, les faiblesses de notre politique budgétaire. On vous a dit qu'on est en train de les corriger. Mais quel est le principe de la commande publique? Elle repose sur le libre accès. Elle repose sur l'égalité de traitement. Elle repose sur la mise en concurrence. Et c'est ça que nous voulons faire prioritairement. Justement pour permettre quoi? Pour permettre en réalité qu'on baisse le coût. En réalité, qu'on baisse le coût et qu'on parvienne à avoir une matérialité de la dépense sur le terrain.
Il n'y a pas seulement l'appel d'offres, il faut le compléter par des contrôles. C'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a des contrôles? Est-ce qu'il y a des enquêtes sur le terrain? Des contrôles administratifs, oui. Réalisés par qui? La Cour des comptes? La Cour des comptes, c'est des contrôles a posteriori. A posteriori, oui. La Cour des comptes et, a priori, et le Parlement. Oui. Mais il y a des contrôles administratifs. La nouvelle direction générale des marchés publics. Les marchés publics ont été érigés en direction générale en 2020. D'accord. En 2020, en janvier 2020. Ils sont dotés de la compétence de réaliser des contrôles. De réaliser des contrôles. D'accord. Et puis, vous savez, les statistiques en 2020? Dites-nous, monsieur le ministre. 67% d'appels d'offres. C'est positif. Oui, 67% d'appels d'offres. On était à 85% de gré à gré. En 2020, on est à 65%. Au fur et à mesure que les années passent, vous arrivez à... Voilà, et en 2021, à mi-parcours, on est à 50% d'appels d'offres sur le... Donc les rapports bougent un tout petit peu. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'améliorer la qualité de ces appels d'offres. Oui. Voilà. Et c'est pour cela que très prochainement, il y a un journal des marchés publics en ligne qui va permettre c'est pas plus mal, les participants de pouvoir avoir les informations sur les appels d'offres. Dernier axe de notre discussion avant les questions de vos compatriotes, la gestion du patrimoine automobilier et immobilier de l'État. Monsieur le ministre, le nombre de véhicules de l'État concurrence celui des véhicules à usage personnel sur le parc auto du Gabon. D'abord, quel est le budget alloué à l'achat des véhicules administratifs et institutionnels? Il y a 4 milliards pour les dépenses d'équipement, globalement. Équipement en véhicules, équipement en matériel de bureau. C'est 4 milliards. Monsieur le ministre, on a l'impression que quand un ministre est nouvellement nommé, la première chose qui l'intéresse, c'est d'avoir de nouveaux véhicules, un nouveau parc automobilier. De nouveaux meubles, ainsi de suite. Le véhicule des ministres date de 10 ans. Le parc la dotation des ministres. Et les meubles. Est-ce qu'il n'y a pas une continuité du service public aussi avec les dotations? Pourquoi un ministre ne peut pas utiliser les meubles que son prédécesseur a utilisés? On arrive au problème d'entretien. Et je pense que c'est l'une des nouveautés de ce budget, c'est qu'on a prévu un casse entretien justement des bâtiments publics. Mais il y a un budget. Ce n'est pas entretenu. Il y a un budget pour l'entretien de la chose de l'État, monsieur le ministre? Oui, mais aujourd'hui, le fait qu'on ait fait comme les marchés publics, qu'on ait créé une direction générale en charge de ces questions, je pense que ça participe à l'amélioration, à la volonté d'améliorer. On se pose d'ailleurs la question, monsieur le ministre, par rapport à l'entretien. Où va l'argent dédié à l'entretien des bâtiments publics, par exemple? Les bâtiments publics, tous quasiment, sont en état de dégradation. On a regardé les camps de police et vous faites... Tout c'est peu de est le en dire. état de dégradation. De première interministérielle. Il faut donc une planification. Il y a 5 milliards qui sont prévus à ce budget pour démarrer le programme d'entretien des bâtiments publics. Ça veut dire qu'en 2021, fin 2021, on va commencer à voir des choses? Rassurez-vous, c'est plusieurs bâtiments publics. Donc 5 milliards, on est dans une logique de programmation. Vous devez avoir la pression avec vos collègues, monsieur le ministre, qui ont envie d'assurer l'entretien des bâtiments. Et l'entretien des bâtiments publics sera fait par la Direction générale du patrimoine et avec la Direction générale des bâtiments publics qui a été créée récemment au ministère des TP. Pour revenir aux véhicules, monsieur le ministre, expliquez-nous un peu comment se passe la réforme des véhicules de l'État. Les véhicules, il y a longtemps que l'État n'a pas renouvelé son parc. Il est vieillissant. On a fait le point, il y a quasiment un tiers de véhicules qui ne fonctionnent plus. Et vous avez vu, et c'est là également une défaillance, c'est que la plupart de ces véhicules sont entretenus par les détenteurs. Ceux qui ont des fonctions, des entretiens. Il y a 2 tentatives de réforme qui ont été faites. La première, je pense autour des années 2017, la grande opération, mais qui n'a pas abouti. Pourquoi elle n'a pas abouti? Parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de ce Parce qu'on a changé de ministre, vous pouvez aussi le dire comme ça, monsieur le ministre. On n'est pas allé jusqu'au bout de ce processus et on attend. Il y a des véhicules, c'est 7 ans pour un véhicule. Mais est-ce que vous réformez les véhicules alors que vous n'avez pas pu renouveler les véhicules de service? C'est ce que font les agents qui sont détenteurs de véhicules. C'est trop facile. Et c'est pour cela, à mon avis, qu'il faut que nous sommes en train de corréler le programme de renouvellement des véhicules de tous les ministères. Je vous dis, il y a une dotation et à ce jour, les véhicules ne sont plus payés par chaque direction générale. Chaque ministère. Tous les véhicules de l'État pour tous les ministères sont exécutés et sont achetés par
la Direction générale des patrimoines qui paye pour tout le monde. D'accord, monsieur. Et qui fait un appel d'offres groupé et les répartit dans les ministères. Donc les ministères ont exprimé les besoins. C'est vous qui avez apporté cette réforme, monsieur le ministre? Non, c'est une idée de... C'est le gouvernement. Oh, mais vous ne pouvez pas toujours être humble si vous pouvez le dire, monsieur le ministre. On reproche aux Gabonais d'être des locataires, d'aimer la location, alors que l'État lui-même est un gros locataire. Combien ça coûte au budget de l'État, tous ces bâtiments administratifs en location? Il y a 4,6 milliards dans le budget. Mais en réalité, ce n'est pas ça le coût. Ce n'est pas celui-là le coût réel. Il est beaucoup plus élevé. 22 milliards. Mais pourquoi on ne construit pas? Mais avant même de construire, il faut réhabiliter ces bâtiments. Regardez les affaires étrangères. Tout le monde loue aujourd'hui à cause de la dégradation de l'état de vétusté de nos bâtiments. Oui. La première étape, la première action, c'est de les réhabiliter et ramener les administrations dans leurs bâtiments. L'appel d'offres des affaires étrangères est en dépouillement. On reproche à ce bâtiment d'avoir de l'amiante, monsieur le ministre, donc des toxiques. Les techniciens feront leur travail, mais le budget prévoit la dotation et tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça. Il y a un décret qu'on a pris en Conseil des ministres, déjà pour régler le problème des locations de l'État, c'est-à-dire un barème. Vous ne pouvez plus dépasser, il y a le prix fixé au mètre carré désormais. Ça, c'est une réforme que vous avez apportée, monsieur le ministre. Vous ne direz pas, c'est le gouvernement. Oui, c'est le gouvernement. Vous êtes trop humble. Monsieur le ministre, passons aux questions de vos compatriotes. Moi, c'est monsieur Loïc Safou. Je voulais poser une question à monsieur le ministre du budget. Pourquoi il y a certains ministères d'où le budget n'est pas consistant? C'est-à-dire le budget, par exemple, du ministère de la Défense n'est pas le même budget que le ministère de l'économie ou bien le ministère de l'agriculture. Parce qu'on ne sait pas pourquoi ça varie en fait. On annonce beaucoup d'argent pour l'exécution de certains projets, mais concrètement sur le terrain, nous ne voyons rien. À quand la transparence dans l'exécution et les dépenses d'autant d'argent mis dans certains projets, par exemple l'éducation? Je voulais demander au ministre du Budget et Comptes publics, qu'est-ce qui peut expliquer le retard des rappels soldes par rapport aux problèmes posés par les fonctionnaires? C'est Guy Serge Koga et je sais qu'actuellement il y a certaines entreprises qui ont des gros soucis aujourd'hui par rapport à cette dette-là. L'État doit de l'argent à certaines entreprises aujourd'hui et ces entreprises-là attendent le geste de l'État. Je veux savoir qu'en est-il, qu'est-ce qui est prévu par rapport à l'État, qu'est-ce qui est prévu pour soulager ces entreprises-là. Monsieur le ministre, sur quelle base se fait la répartition des budgets des départements ministériels et pourquoi cela varie d'un département à un autre? L'élaboration du budget commence par des conférences budgétaires. Des conférences d'abord stratégiques avec les ministères sectoriels et des conférences techniques. Tout à fait. C'est à cette occasion que les ministères sectoriels expriment leurs besoins. On les discute, ce qu'ils sont capables de faire, comment ils ont consommé le budget précédent, est-ce qu'ils pourront le consommer ou est-ce qu'ils pourront le mettre en œuvre. Il est évident que vous ne pouvez pas avoir le même budget à l'éducation nationale, à l'enseignement supérieur ou au sport. Ce n'est pas possible. Nous avons un certain nombre d'infrastructures prioritaires, l'éducation, la santé. Vous allez voir que dans le budget actuel, à côté de 68 milliards, il y a 11 milliards pour la résilience du système de santé. C'est de choix. Un budget, c'est un instrument de politique économique. Il traduit l'orientation de la politique économique du gouvernement. Quelle est la politique aujourd'hui, les conditions de vie de Gabonais? C'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'eau. Et pour garantir justement la matérialité des travaux, l'exécution des travaux. Oui, comment vous faites? Très bien, oui. C'est la transparence, on en a parlé tout à l'heure. Mais ça reste un mot, monsieur le ministre, comment être sûr de cela? Non, cela se fait. Oui. Ça se fera au résultat. D'accord. Ça se fera au fur et à mesure que ces chantiers seront livrés. D'accord. Et ces chantiers vont être livrés, qui ont été prévus dans l'exécution. Nous faisons tout, mettons tous les instruments et outils pour que le budget 2021, conformément, puisqu'il intègre déjà l'ambition du PAT,
pour que ce budget soit exécuté et pour qu'il y ait accélération suivante, dans les domaines clés des résultats. À quand l'apurement intégral de la dette intérieure? Il y a certaines PME qui sont essoufflées, Monsieur le ministre. La dynamique de la dette intérieure déjà devrait être ralentie. Vous savez, lorsque vous avez dette intérieure, ça veut dire en réalité que vous consommez plus que ce que vous avez. Oui. Exactement, c'est ce que ça veut dire. Vous le payez par la dette. Donc, nous devons, la première chose déjà, tout en réglant le problème de la dette intérieure, il faut régler le problème de l'adéquation entre l'engagement de l'État et les capacités de trésorerie de l'État. Oui. Il faut une articulation entre les politiques d'engagement et les politiques de trésorerie. Voilà. Le deuxième aspect, c'est que cette dette a été évaluée. Cette dette a été corrigée. Cette dette, je ne reviens pas sur cet aspect. La task force a déjà suffisamment communiqué là-dessus sur la dette intérieure. On en a parlé avec votre collègue du ministère de l'économie. Voilà. Aujourd'hui, il y a une première levée qui est faite, voilà, qui permet de commencer l'apurement de ça. Et cette dette va s'apurer pendant tout le long du plan d'accélération. Chaque année, il y aura une quote-part pour apurer la dette, pour refaire la trésorerie des entreprises, mais aussi une grosse partie pour initier les travaux nouveaux qui ont un impact sur la croissance, là où les infrastructures, on a dit, l'eau, l'énergie, la route, sont des préalables à la croissance. Et on espère le voir d'ici à 2023, Monsieur le ministre. Qu'est-ce nous espérons. C'est la volonté du chef de l'État, c'est la volonté du Premier ministre. Et c'est le souhait des populations. Et c'est le souhait des populations. Qu'est-ce qui peut expliquer le retard des rappels soldes, Monsieur le ministre? 83 milliards de rappels. C'est trop. Pourquoi? 252 milliards de baisse des recettes. On est à moins l'infini. Un besoin urgent de faire les hôpitaux. Un besoin urgent de faire les routes. Donc ce n'est pas une urgence? Non. Le rappel des soldes? On va dire, on va les programmer. On va les programmer. Vous savez, dans le budget 2000, en commençant d'ailleurs par ceux qui ont quitté l'administration, les retraités. Oui. J'en venais tout à l'heure, on parlait de l'arrimage. Mais le problème des retraités n'est pas seulement l'arrimage. L'association a posé 3 problèmes. Le problème d'arrimage qui est en cours, et je voudrais encore les rassurer là-dessus. Et deuxièmement, le problème des rappels, justement. 13 milliards de rappels. 83, donc 13 milliards de rappels sur solde des retraités. Donc des gens qui n'ont plus un lien avec l'administration. Et pour les rappels soldes? Le budget, oui, mais ils sont dans le rappel solde. Pour les travailleurs, les Et fonctionnaires? il y a 3 milliards. Le début, c'est qu'il y a 3 milliards en fonction de nos capacités, des capacités de ce budget qui ont été prévues dans la loi de finances 2021. D'accord. Donc d'ici la fin de l'année, mais ces 3 milliards, d'ici la fin de l'année? Oui, c'est le budget corrigé 2021. D'accord. Mais ces 3 milliards, nous les destinons, étant donné que les fonctionnaires, tout ça, ça fait partie des régularisations. En ce qui concerne les fonctionnaires, nous avons fait des pas importants en matière de régularisation. C'est 1658 personnes qui ont été régularisées pour un montant à peu près de 10 milliards et concernant toutes les administrations. Ça, c'est les actifs. Et nous voulons commencer les 3 milliards avec les retraités. Donc, payer les rappels des retraités d'ici la fin de l'année 2021. Oui, bien sûr, après l'adoption et la promulgation. Une information qui va peut-être réjouir les retraités qui vous suivent. C'est cela. Vous savez, cela avait été fait déjà dans le budget 2020, l'initial 2020. Il y avait 4 milliards pour payer les rappels des retraités. Cela avait été fait? Non, mais cela n'avait pas été fait. Justement. Puisque, simplement parce qu'entre-temps, il est apparu la Covid. Qui a amené à corriger le budget et à rapatrier. Que le gouvernement se cache beaucoup derrière la Covid. On est passé de 4 milliards à 3 milliards. Donc maintenant. 3 milliards, et ces 3 milliards seront payés d'ici la fin de l'année, après la promulgation du budget de l'État en faveur des retraités. Merci Marielle d'avoir apporté ces questions pertinentes de vos compatriotes. Monsieur le ministre, on va passer à la seconde partie réservée au débat. Deuxième partie donc de ce numéro de Face à vous. Bonsoir Monsieur Emmanuel Mvemba et bienvenue sur le plateau de Face à vous. Bonsoir. Vous êtes le président du CAP, entendez donc le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État. Vous avez suivi la première partie de cette émission dans nos loges avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Et vous avez donc des questions à poser à Monsieur le ministre du Budget. Le débat est ouvert. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Félicitations d'abord pour les éclairages, parce que les Gabonais ont besoin de comprendre ce qui se passe, surtout sur la question de l'arrimage de la pension retraite au nouveau système de rémunération.
J'ai suivi vos réponses tout à l'heure qui ne cadrent pas avec les attentes qui sont les attentes des retraités. Le gouvernement parle d'études. Où est-ce qu'on en est exactement? À quand les pensionnaires, les retraités vont percevoir cet argent? Je vous dis, cette question a été examinée, le projet de texte existe et encore une fois, nous faisons tout pour pouvoir abréger, pour pouvoir terminer l'impact et mettre en œuvre cette mesure. Mais en relation, bien sûr, si on arrive au deuxième aspect, c'est-à-dire qu'il y a la question des financements, là, il ne demande que d'augmenter la dépense. Le gouvernement veut s'assurer que tout ça et le compte de ces pensions, tout ça peut être supportable à long terme. Pas maintenant. Maintenant, on va le faire. Mais justement, cette question des financements, nous allons le voir avec les partenaires, la question des financements. Nous allons voir comment on équilibre notre système de pension. Est-ce qu'on bouge la durée? Est-ce qu'on bouge les autres paramètres, l'assiette? On ne cotise que sur la solde de base. Il y a d'autres éléments de rémunération. Donc nous voulons que cet aspect-là, si on est tout à fait en phase là-dessus, qu'on regarde ça de façon à faire une réforme qui est une réforme complète et que rapidement, nous tous, je vous ai dit que les problèmes des retraités ne sont pas seulement les leurs, c'est nous tous. Bien sûr. C'est ce qu'on sera demain. Et donc, voilà un peu l'enjeu, voilà la position du gouvernement. Peut-être que cette position à court terme-là, en juillet, elle n'y est pas, mais je pense que les études vont aller. Quand on parle des études, ce n'est pas des années, c'est un consultant, c'est un groupe, c'est un actuariel qui nous donne du confort sur la décision qu'on est en train de prendre. Et que les multiples crises qui sont aujourd'hui enregistrées ne viennent pas mettre demain en difficulté ces mesures qui sont prises aujourd'hui. D'accord. Donc c'est ça. Nous sommes en phase pour dire, on va regarder cet aspect. Nous avons regardé la dépense. Nous avons quelques éléments de crainte sur l'avenir, c'est-à-dire sur le comportement de ce compte. Nous voulons voir, parce que c'est l'étude actuarielle qui peut dire en réalité ça ne se décide pas. Monsieur le ministre, à quel taux votre interlocuteur souhaiterait réagir. Monsieur le ministre, gouverner, c'est prévoir. Effectivement, les études vont être faites et je crois que ce que nous voulons, nous partenaires sociaux, c'est que le gouvernement puisse se projeter. Aujourd'hui, vous parlez des études, nous sommes d'accord, mais est-ce que vous pourriez dire aux Gabonais quand est-ce qu'ils vont passer à la caisse? Ça, c'est d'une part. Mais également, les Gabonais aujourd'hui, depuis près de 6 ans aujourd'hui, sont dans ce que vous avez appelé la prépension. Qu'est-ce que la prépension? Et est-ce que cette prépension donnerait droit au rappel? Les retraités iront à la caisse dès lors que nous aurons l'impact rapidement. Et je pense que cet impact, nous essayons de raccourcir les délais pour que tout cela se fasse. Mais une communication va être faite. Nous sommes en liaison avec l'association des retraités du Gabon pour qu'on finisse rapidement cette étude de confort. Ce n'est pas des mois, hein, c'est pas, enfin, je vais dire, ce n'est pas des années, ce n'est pas des trimestres, ce n'est pas de, voilà, attendons et on essaie de régler. C'est la volonté du gouvernement. Le gouvernement tient à régler cette question. Et sa deuxième question alors, voilà. M. Weber. C'est une préoccupation pour le gouvernement et elle sera menée à terme sous la conduite du Premier ministre et du chef de l'État. Alors, on peut parler de 2021 ou 2022? Je pense qu'on va avoir l'étude actuarielle, elle est lancée. Nous aurons les résultats en 2021. Et nous avons, si les résultats sortent, les mécanismes pour pouvoir déclencher le processus en liaison avec vous. Et encore une fois, ce qui est important, c'est la question, l'autre aspect, c'est-à-dire discuter des deux volets, aussi bien la question de la dépense et la question du financement. Parce que ce qui finance ce système, c'est aussi nous-mêmes. Et la prépension, elle est réglementée par un texte? La prépension, aujourd'hui, va concerner les 7500 retraités, comme je l'ai dit. C'est-à-dire tous ceux qui ont versé, ont cotisé dans le nouveau système de rémunération. Ça ne concerne pas les 24 000 pensionnés, 24 812. C'est les 7500. Et bien entendu, lorsqu'elle sera liquidée, elle donnera lieu à un rappel, puisque c'est des droits. Les droits seront constatés à partir de la date à laquelle les cotisations ont été versées. C'est un système progressif. Nous voulons
vraiment effectivement faire en sorte que cela soit une réalité et le Premier ministre, le chef de l'État y tient. Ben, puisque ça vient de l'autorité monétaire nationale, nous vous faisons confiance. Voilà. Nous aurons besoin de vous lorsque lorsqu'on va avoir les résultats de cette projection qui montre le déséquilibre profond du compte que l'on peut avoir et ensemble, parce que la question des cotisations, la question c'est en concertation avec les partenaires. Oui. Lorsqu'on veut bouger l'assiette de cotisation, lorsqu'on veut bouger la durée. Et ailleurs, c'est plutôt des réformes du système de pension qu'il nous faut aujourd'hui. Monsieur Emmanuel Vemba. Oui, monsieur le ministre, c'est peut-être ma préoccupation essentielle. Qu'est-ce que je devrais aller dire aux retraités dehors, au sortir de cette émission? Concrètement. Oui. Que le gouvernement est sur la question, le gouvernement essaie de rapprocher le temps, le gouvernement essaie de faire en sorte qu'il ait cet élément indispensable aujourd'hui qui nous est conseillé par nos partenaires pour pouvoir déclencher le processus. Le gouvernement sait le coup en 2021, le gouvernement sait qu'en 2021, ces possibilités, ces éléments budgétaires peuvent pouvoir intégrer, mais il ne veut pas prendre, il veut prendre une décision en sachant qu'il peut payer demain. Est-ce que la loi de finances rectificative qu'on a adoptée dernièrement prend en compte la question de retraite, de l'arrimage? La question des retraites, vous savez, on a commencé à l'aborder depuis l'initiale. Ce qui est important, encore une fois, c'est que le niveau que vous mettez dans la loi de finances rectificative, ce niveau-là, c'est 5%. Comme je vous ai dit, c'est 8 000 pensionnés, 10 000 qui arrivent. Ce niveau-là, il augmente d'année en année. Oui. Donc ça, ce n'est pas une préoccupation, là. C'est voir avec l'évolution de son compte, avec l'évolution de ses ressources, faire un système de protection sociale qui est en phase avec le rythme de croissance de son économie. Monsieur Emmanuel Vemba, on va évoluer dans le débat. Vous avez d'autres préoccupations, peut-être? Oui, je vais terminer avec les pensions. Nous avons suivi le chef de l'État au Parlement et il a abordé cette question de retraite et tous les retraités étaient contents. Est-ce à dire que d'ici décembre, concrètement, l'arrimage sera effectif, monsieur le ministre? C'est une question importante. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Monsieur Emmanuel Vemba, je pense que le ministre du Budget a signifié qu'il y a une étude qui est en cours. Le Premier ministre avait dit aux retraités que le texte allait passer, le texte que voilà, on a juste besoin d'une petite précision, voir si on arrive à avoir cette étude et qu'elle nous conforte dans Tout est fonction de cette étude qui est en cours, monsieur le ministre du Budget. Mais la réforme sera faite, quel que soit le niveau, quelle que soit l'étude, quels que soient les résultats, ça n'annule pas l'arrimage sera fait. Aujourd'hui, c'est pour voir si on doit bouger les autres aspects des financements. C'est-à-dire tout ce qui est taux de cotisation, tout ce qui est, voilà, pour pouvoir accompagner cette réforme à long terme. C'est de ça qu'il s'agit. Or, nous ne pouvons pas faire deux réformes en même temps. Là, faire passer un texte, attendre l'étude et faire passer un autre texte, vous inviter à une autre pour dire, bon, c'est fini, revenez pour qu'on bouge les paramètres de... Nous voulons faire une réforme globale. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous avons tous la même préoccupation, c'est régler le problème de nos retraites. Monsieur Emmanuel Vemba, allez, on va évoluer dans le débat. Alors, j'ai suivi le ministre tout à l'heure quand il s'agissait de la gestion du patrimoine immobilier. Vous annonciez 4 milliards. 5 milliards pour ce qui concerne la réhabilitation. Le parc automobile. Ah, le parc, d'accord. Oui. Le patrimoine automobilier. Les véhicules, oui. L'équipement, les dépenses d'équipement. Voilà. Et nous constatons, pour le déplorer, que certains ministères sont nantis par rapport à d'autres. Je vous prends un exemple. Au budget, par exemple, le ministère dont vous avez la charge, même les secrétaires ont droit aux véhicules de service. En revanche, à l'éducation nationale, à la jeunesse et à la culture, certains directeurs généraux n'ont même pas de véhicules de service. Comment expliquer ça? Ah oui, monsieur le ministre, des véhicules immatriculés 151, voilà, 153... Je vous disais à l'origine, mais ce qui se faisait avant, c'est que les budgets sont discutés avec les ministères sectoriels. Les ministères sectoriels amènent l'expression de leurs besoins. Dans l'expression de ces besoins,
il peut y avoir des véhicules. Dans l'expression de ces besoins, ils peuvent avoir autre chose que les véhicules. C'est cette année que nous avons décidé de centraliser l'achat de véhicules. Mais l'achat de véhicules était à la charge de chaque administration. Dans les appels d'offres qui sont en train d'être faits, c'est l'expression des besoins de l'ensemble des ministères sectoriels et donc ces véhicules concernent l'ensemble de l'administration. Et les appels d'offres sont en train d'être dépouillés pour pouvoir faire. Donc, Monsieur Wemba vous pose une question assez sensible, Monsieur le ministre. Vous vous faites plaisir vous-même au détriment des autres départements ministériels? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Le ministère du budget, c'est aussi un ministère dépensier. C'est-à-dire, il présente son budget, il le défend à l'Assemblée. Voilà. Il dit... Donc, vous l'utilisez bien pour les j'ai une direction nationale, j'ai une direction générale des marchés publics qui vient d'être créée. Ils ont besoin de faire des contrôles, ils ont besoin d'aller... Même les secrétaires de la direction générale des marchés publics ont des véhicules comme M. Emmanuel Wemba. Probablement pas. Il y a peut-être les preuves. On va évoluer, voilà, mais il ne reste plus beaucoup de temps. Allez, M. Emmanuel Wemba. Monsieur le ministre, l'État, au lieu d'être propriétaire, devient locataire. Je prends l'exemple des départements ministériels. Aux 3 quartiers, il y a une gamme de départements ministériels, mais qui louent chez les privés, alors que l'État est régalien. Comment expliquer que l'État devienne locataire chez lui, alors que nous avons des moyens colossaux? Vous parlez précisément de l'immeuble interministériel qui est situé à Batterie 4? Bien sûr, et bien ailleurs. Et bien ailleurs, Monsieur le ministre. Nous avons identifié 3 bâtiments à réhabiliter. L'immeuble interministériel, les affaires étrangères et un certain nombre d'autres bâtiments qui ont été libérés, qui sont là à cause de leur vétusté, de leur dégradation. Il n'y a plus de fonctionnaires. Nous voulons faire un programme de réhabilitation triennale des bâtiments publics pour, au fur et à mesure, ramener l'administration dans ces bâtiments et réduire le coût de la location. Nous avons commencé par les ministères régaliens, je vous ai dit, comme les affaires étrangères. 5 milliards ne peuvent pas permettre, même pour appel d'offres, de réhabiliter l'ensemble des bâtiments. Il faut débuter. Et sous l'autorité du Premier ministre, cet arbitrage a été fait. Il y aura 13 bâtiments à réhabiliter. Dans les 13 bâtiments, est-ce qu'il y a l'ancien interministériel qui est situé à la mosquée Hassan II? Oui, bien sûr. Qui est en décrépitude très avancée? Bien sûr, bien sûr. Oui. Et les affaires étrangères, en face du budget? Les affaires étrangères et ce bâtiment d'interministériel font partie des priorités du gouvernement. Ça devrait commencer quand, Monsieur le ministre? Les appels d'offres sont en train d'être dépouillés. Je sais que pour le ministère de l'Éducation nationale, l'appel d'offres a même déjà été dépouillé, donc je pense qu'ils sont en phase de contractualisation et les avances de démarrage versées pour les débuts des travaux. Peut-être une dernière question, M. Emmanuel Wemba. Oui, Monsieur le ministre, nous avons constaté que dans certains pays, c'est vrai que comparaison n'est pas raison entre guillemets, il y a une politique de construction des tours administratifs. Ça veut dire qu'on réunit les administrations sur un même site. Est-ce que le Gabon ne pourrait pas se projeter à moyen ou à long terme pour cette politique? C'est un vieux projet, mais malheureusement qui n'a pas vu le jour. Le chef de l'État nous a instruit de pouvoir examiner les possibilités de faire une cité administrative. Donc les travaux, cette étude-là, les travaux sont en train d'être faits. Il y a un groupe qui réfléchit sur ce projet et c'est un appel. Donc nous travaillons dessus. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez parlé des marchés publics. Vous allez finir par là, M. Emmanuel Wemba. Oui, allez-y. Oui. Les marchés publics. Nous constatons, nous, partenaires sociaux, que l'expertise étrangère est privilégiée en ce qui concerne les marchés. Au sein de votre département ministériel, au niveau même de l'économie aussi, c'est vrai que vous n'êtes pas là, vous ne représentez pas le ministère de l'économie, tout comme le budget. Alors, les jeunes Gabonais essayent un peu de mettre leur expertise en valeur. Malheureusement, quand il s'agit de l'attribution des marchés, ce sont les expatriés qui sont valorisés. Comment expliquer, négliger l'expertise nationale au détriment de l'expertise? Je pense que notre code de marché règle cette question. La question des PME, la question de la préférence nationale. Nous voulons régler jusque-là, lorsque c'était de gré à gré. Lorsque les marchés étaient faits de gré à gré, on pouvait le comprendre. Mais aujourd'hui, nous voulons faire des appels d'offres. Et lorsqu'on fait des appels d'offres, il faut qu'ils compétissent.
ces petites et moyennes entreprises. Oui. Il y a des espaces pour eux, il y a des conditions. Vous savez... Est-ce que les appels d'offres sont publics, sont communiqués publiquement, oui, Monsieur le ministre? Oui, sont communiqués publiquement. Nous avons lancé un programme aujourd'hui qui est en cours. Programme de réhabilitation des dispensaires, des centres médicaux. Mais qui le fait? Ce n'est pas les majors. Il y a 4 majors aujourd'hui dans le BTP. 4 ou 5 majors. Oui. Mais c'est les petites et moyennes entreprises qui le font. Je pense que ce que vous dites concerne beaucoup plus, je l'ai dit, les financements extérieurs. C'est un domaine. Et la loi qui a été prise sur la sous-traitance, l'ordonnance qui a été validée, adoptée par le Parlement, veut pousser également le secteur privé, veut pousser également les financements extérieurs à aller vers ce processus de prendre en compte cette préoccupation nationale des entreprises de droit gabonais. Mais je voudrais également dire, monsieur, sur cette question, mais il y a aussi l'expertise de nos petits PME. Ce sera votre mot de fin, monsieur le ministre? C'est l'expertise de nos PME. Oui. Vous savez, beaucoup de travaux qui ont été confiés. Vous parlez de la compétence, donc de la... Oui, la compétence, oui. La réalisation, le civisme. Ils sont compétents, oui. Mais il faut qu'ils accélèrent dans les travaux qui leur ont été confiés pour avoir la matérialité de la dépense, pour avoir le service qui est fait sur place. Nous voulons les accompagner et nous allons les accompagner. Vous savez, le seuil de marché, c'est 50 millions. Mais en dessous des 50 millions, les PME, on devrait pouvoir privilégier les PME. Ça accaparer cette part de marché. Vous avez, voilà. Nous avons diminué. Nous voulons, et je pense que ça va être fait, et c'est la préoccupation des PME, diminuer les frais de passation d'appel d'offres. Ils ont trouvé que ces frais étaient élevés. Mais un arrêté va être produit pour pouvoir réduire, le ministre de l'économie et moi-même, pour pouvoir réduire les frais de passation d'appel d'offres et particulièrement pour les petites et moyennes entreprises. C'est une très belle fin, monsieur le ministre. En tout cas, votre laïus de fin est plutôt intéressant. Monsieur Emmanuel Mvemba, malheureusement, on ne peut pas poursuivre. On est arrivé au terme de cette émission, mais je vais vous remercier pour votre passage ici sur le plateau de Face à vous, pour votre contribution dans ce débat. Monsieur le ministre, merci d'être passé. C'est donc la fin de ce numéro de Face à vous. On va se retrouver prochainement. Portez-vous bien.